fait, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que c'est l'histoire d'une émancipation féminine. Donc c'est l'histoire d'une femme qui grandit dans l'Italie modeste, populaire des années 20, et donc qui va évoluer dans l'Italie fasciste. Et c'est tous les combats qu'elle va mener dans sa vie pour sortir de sa condition sociale et pour trouver le bonheur. Quelqu'un qui veut vous blesser, quelqu'un qui veut créer de la colère chez vous, de la frustration, de la tristesse, si vous lui répondez par un grand sourire, si vous montrez que vous êtes impassible, indifférente et encore mieux joyeuse, la personne, elle sera complètement impuissante face à vous. Et en fait, l'idée de ce roman, c'est vraiment que la joie, c'est notre plus grande arme pour faire face à tout ce que l'on vit de bon ou de mauvais. Et donc c'est l'histoire de, et puis c'est une autofiction qui est un genre littéraire que j'aime beaucoup. Et l'autofiction, en fait, vous savez ce que c'est? Exactement. Donc en fait, à l'origine, on parlait plus d'autobiographie avec le pacte de Philippe le Jeune, comme vous le savez sans doute. Et donc quand on écrivait une autobiographie, on faisait gage de vérité. On s'engageait à dire la vérité. Et plus tard, les théoriciens de la littérature se sont rendus compte que de toute façon, même une autobiographie, il y a une part de fiction. Parce que tu ne peux pas tout dire 24 heures sur 24 sur ce que tu as vécu ces dernières années. Il y aura forcément exactement. Il y aura toujours ou des améliorations, ou même le fait de sélectionner des événements fait que tu seras pas, tu vas prendre parti par rapport à ce que tu veux communiquer ou transmettre. Donc c'est super intéressant l'autofiction. C'est des auteurs qui disent bah voilà, moi je pars de ma vie personnelle que je vais tourner en fiction, que je vais mettre en fiction. Et donc l'art de la joie, c'est une jeune femme donc qui grandit dans cette Italie, qui rencontre l'amour, qui rencontre le malheur, qui rencontre la mort, et qui arrive malgré tout à toujours faire face à toutes ces problématiques. Alors je vous préviens, c'est un roman très dense, il fait 800, je pense 850 pages, presque 1000 pages. Goliarda, Goliarda, Goliarda Sapienza, l'art de la joie. Donc ça, c'est pour la littérature, on va dire, européenne. En littérature maghrébine, c'est Rime Batal. Ouais, c'est vraiment un roman très subversif. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère suspecte de ne plus être vierge et qui demande un certificat de virginité. C'est une autofiction aussi. Je pense que ça se passe au Maroc. Et en fait, elle décide de fuir de chez elle. Et donc, c'est une autofiction aussi. Et bien évidemment, donc là, Sorna, sans doute qu'elle la connaît bien et qu'elle l'a bien lue. Et vous aussi, je pense, Ken Bougoul, pour moi, c'est la romancière sénégalaise la plus brillante et qui met souvent sa vie aussi en fiction. J'ai adoré Le Baobab Fou, Riwan ou Le Chemin de Sable. En fait, j'adore son style, sa personnalité, son fort caractère, son côté un peu subversif, à transgresser les règles, et son humour, parce qu'elle a beaucoup d'ironie et de voilà. Avant de lire Maria. Et je l'ai beaucoup aimé ce roman parce que déjà, il est écrit dans une langue très riche avec beaucoup d'images, beaucoup de références aussi au Cameroun, mais des références assez subtiles parce que l'histoire se déroule dans un pays fictif d'Afrique qui n'est pas le Cameroun, mais il y a beaucoup de similitudes dans la manière dont les personnages se comportent, dans leur manière de s'exprimer, dans les thématiques qui sont abordées aussi. Fait que pour moi, j'avais l'impression d'être dans un pays qui ressemble au mien, mais qui n'est pas vraiment le mien. Et puis j'ai beaucoup admiré le courage dont fait preuve le personnage principal qui essaye de lutter contre on va dire, contre son mari qui est un politicien assez véreux. Voilà, c'est vraiment la caricature du politicien africain qui fait tout pour ses intérêts, pour les intérêts du clan, qui essaye de protéger sa famille, son meilleur ami, et qui, voilà, qui lutte contre tout ça. Même si elle ne gagne pas la lutte à la fin, c'était intéressant pour moi. Merci. Mon dernier coup de cœur, c'est Faria de Carmen Tiffany. Parce que cette œuvre m'a fait pleurer, m'a fait rire. Et avant de lire cette œuvre, je ne savais pas qu'il existait une autre pratique d'esclavage fondée sur le sang et fondée sur la mutilation. Ça m'a vraiment permis de connaître. Merci. Je suis Timo Marie-Laurette Acognan, la Miss Littérature Côte d'Ivoire 2024. Mon coup de cœur littéraire de ces derniers mois, je dirais, est le roman intitulé De n'avoir pas enfanté de Enero Diolo, qui est une philosophe ivoirienne.
Un coup de cœur, pourquoi? Parce que cette œuvre traite de la condition de la femme dans une société patriarcale. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui, ayant grandi dans une famille où, selon le père, la femme était celle qui était censée tout faire, contrairement aux jeunes garçons. Et après, elle savait qu'elle se soit mariée avec un homme et malheureusement, elle ne pouvait pas enfanter. Et elle s'est retrouvée, comment on va dire ça, harcelée par sa belle famille parce qu'elle n'avait pas enfanté. Ils sont arrivés même à lui imposer une femme à son mari. Et dans cette condition-là, elle était loin d'elle-même. Elle n'avait pas ses familles. Elle était, comment je peux dire ça, son cœur saignait parce qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari. Et il s'avérait qu'on lui imposait une autre femme. Ça la vengeait de l'intérieur. Mais finalement, elle a réussi à surmonter cela et sortir de ce foyer-là qui en réalité était un enfer pour elle. C'est pourquoi je dis que cette femme n'est pas. Merci beaucoup. Donc, le bon sexe raconte l'histoire de l'exclusion des femmes dans le partage de l'héritage en Afrique. Donc, on nous présente une famille qui avait uniquement des filles et à la fin, un petit garçon, le dernier, le Benjamin. Et après la mort des parents, donc ils s'accaparent de tout parce que ce sont des sœurs. Ces sœurs sont des femmes, donc elles n'ont droit à absolument rien. Et ce qui m'intéresse en fait dans cette pièce de théâtre, c'est l'évocation de la mort en fait. Le père de famille arrive à revenir et fait comprendre au Benjamin que ses sœurs ont exactement les mêmes droits que lui. Donc à la fin, de partager équitable. C'est ce qui m'a touché. Cette pièce de théâtre. Merci. Abonné du théâtre Miss Littérature. Mon dernier coup de cœur, c'est un livre de Comment obtenir ce que nous désirons et apprécier ce que nous désirons. C'est un livre qui m'a permis de trouver l'équilibre entre la gratitude et la frustration de ne pas pouvoir réaliser ses ambitions. Avec des questions comme l'argent, l'amour, l'envie de satisfaire tout ce que nous apprenons. Et ça permet de prendre conscience que pour atteindre un certain niveau de succès, il va falloir d'abord apprécier ce que nous avons, avoir de la gratitude ce que nous avons. Merci. Ces derniers mois, c'est le remontant de gens espèrent être aimés et beaucoup ne sont que mariés de Carmen, une béninoise. Je connais Carmen. Ce roman est mon coup de cœur parce qu'il explore les désillusions entre amour et réalité. Parce qu'il raconte l'histoire d'une jeune avocate qui est déjà mariée à un vieux et lorsqu'elle est confiée, elle a un dossier en main pour défendre un truand qui s'appelle Roméo. Elle va avoir une relation idyllique avec ce gars-là. Et donc, ça va remettre en question tout son monde déjà structuré. Elle va commencer à se poser des questions sur l'importance d'être mariée, à quoi vaut être mariée, puisque dans ce mariage-là, avec ce vieillard, ça va aller dans la routine, etc. Et tout, ça va carrément la rendre malheureuse. Et après, c'est un style réaliste et saisissant, dans le sens où il nous amène à comprendre que parfois on se fait des idées sur le mariage, comme quoi on se dit que c'est une garantie de bonheur, mais après, lorsqu'on arrive dans le mariage et qu'on se rend compte que ce n'est qu'une façade, dans le sens où parfois on vit le malheur, mais on veut juste rester parce que la population et la société voient déjà que nous devons maintenir une certaine apparence. Parce que devant la société, il faudrait que le mariage signifie le bonheur et tout. Mais même malgré le fait que nous soyons malheureux, nous n'avons pas cette audace-là de d'en sortir. Et donc, ça raconte l'histoire de Stana qui va rencontrer plus tard un truand qui va bouleverser sa vie. Mais ce truand-là va user de ruse. Lorsqu'il va comprendre que cette dame-là est tombée amoureuse de lui, bien qu'étant en prison, il va user de ruse et l'utiliser de sorte à ce qu'il sorte de prison. Mais après, lorsqu'il va aider et user de cette ruse-là, il va utiliser son ami Ishola pour l'emmener à arriver à ses extrêmes. Mais cet ami-là va tout changer et ne va pas permettre à ce qu'il puisse sortir et il va tomber amoureux d'Espagne. Merci. Ce mois ou bien ces 2 mois, j'ai eu beaucoup de cœur.
je ne pourrais pas passer sans parler de Paria, Oui. de Carmen, qui m'a vraiment touchée, une œuvre que je mets en tête pour le moment. Et la toute dernière, c'est, je pense, elle est de Monseigneur Barriga, Nicodème, le trône royal. Donc, le trône royal, c'est une œuvre qui met en critique les pratiques barbares traditionnelles, précisément au sud du Togo, là où on sacrifie les gens pour élire un roi. Et donc, il y a une femme dans cette œuvre qui a défié cette pratique et qui a réussi à renverser cette pratique. Dans l'œuvre, il y a le mari de la femme qui est choisi pour être roi. Et on doit capturer 3 enfants qu'il faut enterrer avec l'ancien roi. Et donc, pour capturer ces 3 enfants, il s'est fait que le monsieur, le nouveau roi, a des jumeaux. Et donc, on a capturé ces enfants plus qu'un autre. Et donc, la femme n'a pas été d'accord pour qu'on sacrifie ses enfants. Et donc, il y a eu une potion. Et comme le mari refusait de sacrifier ses enfants, on l'a amené dans la forêt des démons, forêt sacrée des démons. Et donc, la femme va clandestinement rentrer dans le royaume et chipper la potion qu'elle va après présenter pour dire que c'est les dieux eux-mêmes qui sont contre la pratique. Les dieux sont venus déposer la potion dans la maison. Et elle a réussi à délivrer son mari et à renverser cette situation. Et dorénavant, on se dit que c'est à partir des critiques et de l'action, de cette action de cette dame, qu'il n'y a plus les sacrifices. Voilà un peu, merci beaucoup. Alors, la société patriarcale, elle est présente sur le continent africain et à l'échelle mondiale. Hein. Donc, parce que souvent, on a tendance à caricaturer et à considérer qu'il n'y a qu'en Afrique qu'il existe des faits qui puissent nuire aux femmes, ce qui est radicalement faux. Donc, chaque femme, en fonction de son aire géographique, va vivre des conséquences négatives. Et donc, je retiens l'aspect oui, le devoir d'enfanter, le devoir de se marier, tout ça, j'imagine que comme vous êtes des lectrices assidues, vous le savez, ce sont le fruit de conditionnements culturels, sociaux. Lorsque vous grandissez et que toute petite, on vous dit que pour avoir de la valeur, pour gagner en valeur, il faut faire un mariage, enfanter. Eh bien, si vous êtes conditionné dès l'enfance, vous grandissez avec cette idée en tête. Et même si vous avez 3 thèses de doctorat, que vous avez fait le tour du monde et que vous êtes experte en aérochimie, on vous ramènera toujours à ce modèle social. C'est une manière aussi de garder une emprise et un pouvoir sur la femme. Donc, je suis heureuse de voir que vous êtes lucide sur les conditions catastrophiques, mais avec quelques progressions quand même dans lesquelles nous vivons. Et je partage aussi vos convictions féministes. J'ai bien aimé aussi le clin d'œil à la sororité, puisque bien sûr, le monde patriarcal s'organise aussi de telle sorte à créer une compétition féminine. Donc la compétition, elle va être basée sur un aspect physique, extérieur. On va essayer de mettre en compétition une femme pour son charme, pour ses attributs, je sais pas moi, physiques. Tandis que, voilà, il faut en avoir conscience. Et je pense qu'on sous-estime l'impact et le pouvoir de la sororité dans nos sociétés actuelles. Une amitié peut valoir plus que des membres sanguins. Alors, si je vois le mot sympa, souvenir littéraire marquant, vous l'avez déjà fait puisque vous nous avez présenté votre coup de cœur littéraire de ces derniers mois. Y comme y croire. Alors le mantra, est-ce que vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est un mantra? Exactement. C'est ça. Exactement. Le mantra, c'est un peu, vous savez, aujourd'hui, c'est un peu en vogue dans les sociétés actuelles de faire des vision boards. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On fait des représentations visuelles et donc là, on met des phrases mantras. Ce sont des phrases qui sont censées générer une motivation, une surestime, beaucoup d'énergie positive, puisque la vie, elle est faite d'énergie. Et donc, en fait, ça peut être y comme y croire, donc ton mantra. Par exemple, je vais être publié dans le courant de l'année 2017. Je vais trouver une maison d'édition qui va publier mon manuscrit à venir. Je vais être un tour de table, c'est vous qui choisissez. M comme une métaphore de soi-même. Donc là, c'est un peu, ouais, c'est personnel. Mais vous pouvez choisir juste une seule des lettres. Par exemple, Sarah. Je suis Sarah, la flamme olympique. Non, je rigole. Enfin bon, voilà, vous imaginez ce que vous voulez. Voilà, vous trouvez une métaphore qui puisse vous représenter si vous voulez prendre cette lettre. Ou le personnage fictif inspirant. Il y a des personnages, des fois, qu'on lit,
on lit des romans et des fois on est, vous en avez parlé, subjugué par le charme, l'audace, le courage, la fougue d'un personnage et puis voilà, ça peut être ce personnage-là ou l'objectif à atteindre. Déjà, quel sera le dénouement et ce par quoi ça va terminer? Est-ce que ça vous donne envie de finir le film? Non. Donc c'est pourquoi les romans aussi, lorsque vous débutez un roman, il faut rester en haleine. Il faut qu'il y ait des péripéties, il faut qu'on se demande, qu'on se questionne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'apparition, avec les débuts du roman moderne, de la polyphonie, quand les romans prennent plusieurs voix. Et je trouve ça aussi très intéressant. Par exemple, vous allez avoir... là je viens de finir un roman qui était dans cette forme-là, que j'aime beaucoup. C'est Dostoïevski, que je vous recommande si vous n'avez pas lu de littérature russe. Alors là, vraiment, tu me parles de littérature mondiale. Sorna, je vais vous faire découvrir des auteurs des quatre coins du monde. Alors, Fyodor Dostoïevski, les filles, c'est un classique de la littérature mondiale. C'est un génie littéraire. Il a écrit son œuvre la plus célèbre, c'est Crimes et Châtiments, voilà, qui est l'histoire. Tu l'as lu? On apprend plus ou moins qu'elle est maquerelle, mais on ne sait pas trop. Tout est en sous-entendu et en implicite, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le roman. Et il la tue. Il vole son or et il la tue. Ça, c'est le crime. Bon, je vais pas vous raconter le roman parce que je vous recommande de lire cet auteur. Mais du coup, en fait, il va tout au long du tome 1, parce qu'il y a 2 tomes, il va être hanté par la culpabilité de ce crime. Et donc, c'est toute une réflexion philosophique sur la conscience et des parties, des présentations théoriques sur différents aspects qui sont un peu les fondements de votre récit à venir. Donc, il y a le schéma narratif, la structure de base. J'ai prévu une partie sur les personnages, c'est ceux quand même qui portent le roman, le style littéraire d'écriture et les types de narration. Tu vois? Et donc, on va aborder la question et la description aussi, on va l'aborder. Mais là, c'est vraiment juste général. Est-ce que tu prévois d'écrire un 3e roman? Donc ça, tu peux le faire sur un des romans que tu as déjà écrit, c'est possible, pour donner envie à tes camarades, si elles ne l'ont pas encore lu, de le lire, ou tu peux le faire sur un projet en cours. Voilà. Ouais, comme ça va nous mettre l'eau à la bouche, ça va nous donner envie d'aller sur son site internet pour lire le livre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, oui. Qu'est-ce qui veut écrire un roman? Voilà, parfait. Donc là, vous allez avoir juste, c'est un prémisse, d'accord? C'est pour structurer votre roman. Alors, vous allez commencer tout début 2-3 phrases sur la situation de départ. Donc, c'est la situation initiale. Ou dans quel décor vous voulez planter vos personnages? À quelle époque? Est-ce que vous voulez un personnage principal ou une femme? D'accord? Ensuite, donc ça, on va commencer par étapes, parce que si on fait tout d'un coup, j'ai peur que ça bloque un peu. Donc, on fera par étapes. Ensuite, je vous demande de rédiger une phrase avec une phrase qui va bouleverser un peu le cours de la vie de votre personnage principal. D'accord? Ça peut être un événement qu'elle garde ou il garde depuis longtemps. Ça peut être un événement extérieur, quelque chose vraiment qui chamboule, qui crée de la tension. Ensuite, en 3-4 phrases, les actions principales qu'elle va entreprendre. Alors, je me doute que vous n'avez pas tout de suite toutes les idées en tête, donc c'est schématique, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le détail. À chaque fois, c'est une phrase ou deux. Si 3-4 phrases, c'est compliqué pour vous, vous n'en mettez qu'une. Par exemple, si vous voulez faire un roman dans le style de Kamara Lai, d'une jeune femme qui grandit, je sais pas moi, à Cotonou, voilà, et qui décide, un peu comme les romans de Chimamanda Ngozi Adichie, de s'expatrier aux États-Unis. Je sais pas si vous avez lu Americana. Ouais, c'est un super roman. Et que voilà, vous pouvez, je vous demande pas de faire le détail de vos chapitrages, mais ça peut vous donner, mettre par écrit déjà les idées que vous aviez en tête. Ensuite, le climax de l'histoire. Donc, c'est la difficulté fondamentale. Donc, ça peut être désillusion, désenchantement, mort. C'est vous qui choisissez. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à votre personnage? Il faut toujours qu'il y ait de la tension, hein. Si vous voulez faire un roman historique, évidemment, là, vous n'allez pas en 1 heure faire des recherches historiques sur l'époque et le cadre dans lequel vous voulez écrire, mais en tout cas, vous pouvez mettre les grandes lignes pour contempler vos magnifiques yeux, mais il y a toujours une attente derrière. Et donc, ça a été une réflexion, ça a été certaines thèses qui faisaient que oui, mais même les relations conjugales hétéronormées telles qu'on les a médiatisées, elles participent aussi à voilà, c'est les rôles qu'on construit dans la société. Donc, je dis pas c'est bien ou mal, hein, c'est une réalité en fait, c'est juste une réalité. Donc, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que, bon, c'est subjectif, c'est mon point de vue, mais pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas avoir une fin un petit peu plus heureuse, tu vois, genre,
finir célibataire jusqu'à la fin de ses jours. S'il te plaît, insère-moi un bel homme, ouvert d'esprit, intelligent, cultivé, qui a peut-être une autre famille, donc qui va pas lui mettre de la pression pour les enfants et tout ça, qui lui aussi est peut-être divorcé, tu vois, qui a pas un passé difficile, tu vois, mais la fin de mère célibataire jusqu'à la fin de ses jours, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Change-moi. C'est drôle. Regrette qu'il dit pas son nom. Ouais. Voilà. Et que qu'elle a mal fait. Puis, bon, elle se résigne avec ce qu'on ne sent pas une fin heureuse. Bon, Oui, mais j'ai dit que la fin n'était pas nécessairement heureuse. Hein. heureuse. Dans un roman, tous les romans n'ont pas une fin heureuse. Et même dans la vraie vie. Et même dans la vraie. Oui, c'est possible. On imagine déjà qu'elle C'est va vrai. rester comme ça. Mais après, on peut questionner plus loin. Est-ce que l'épanouissement de la femme passe nécessairement par une relation conjugale? Parce que, vous savez, j'ai écouté plein de podcasts. J'ai écouté plein de podcasts de femmes qui, après la ménopause, avaient une nouvelle vie. Donc, c'est un nouveau regard, c'est une nouvelle perspective et qui disait, comme quand t'es plus sur le marché de la séduction, là, et qu'on te voit plus comme une proie à conquérir, elle se sentait plus libre, qu'il y avait moins de rôle à jouer. En fait, bon, c'est des témoignages, mais ça m'a fait réfléchir et que c'est vrai que nous, dans nos sociétés, on est conditionné à penser que pour être heureux, on doit être, bon, dans la religion aussi. On doit être en couple. Je dis pas que moi je serais heureuse si je suis célibataire à vie, mais ça questionne, ça fait réfléchir. Elle peut finir mère célibataire, mais avoir un groupe d'amis fusionnels, Voilà. des amis fusionnels, Ou un boulot, avec lesquels elles font le tour du monde. voilà, ou un boulot qui lui permet d'entreprendre, je sais pas. C'est ça, un boulot super épanouissant qui lui permet de voyager tous les 2 mois. Parce qu'elle assume et qu'elle est épanouie dans ce statut. Ça, c'est intéressant, ouais. Elle peut s'épanouir dans sa carrière, dans ses amitiés. Moi, je pense que l'amitié est vraiment sous-cotée pour atteindre l'épanouissement et la joie. Ah non, mais les amis, ça peut vous rendre plus heureux même qu'une relation conjugale. Témoigner, les besties complets complets, là, elles peuvent témoigner. Elles peuvent témoigner, vous pouvez témoigner avec le complet complet, là. Elle aurait dû. Ah, c'est intéressant. Qu'elle s'épanouisse ailleurs. Oui, c'est intéressant. une leçon pour les femmes qui vont lire. Oui, Mais parce s'il te plaît, ne torture pas le personnage. que Le personnage souffre du début à la fin. Tu finis l'histoire, tu dis, les ouais. sauveurs viennent te chercher, alors qu'il n'y a que toi qui va te sauver. Personne ne va te sauver hormis toi. Donc, c'est intéressant, en fait. C'est vraiment intéressant comme observation, je trouve aussi, ouais. Pleine de sagesse, elle décide de prendre sa vie en main. Angélique rencontre une femme de cœur lors d'un programme de mentorat international. Elle décide de l'accompagner dans son parcours. Après ses études, elle intègre le monde professionnel qui ne lui fit pas cadeau. Se vendre à bas prix pour subvenir à ses besoins et garder sa dignité et son honneur dans un monde. J'ai constaté, alors je vais refaire un peu les différentes étapes du schéma. Donc à vous, vous pouvez compléter les filles, faire vos observations et commentaires. Donc ça se passe en Afrique, dans une famille modeste. L'élément perturbateur, donc ça va être le rejet, le reniement du père qui rejette sa fille, donc le père misogyne et la violence psychologique. Ensuite, donc les péripéties, ça va être les difficultés financières, les maladies et les rejets qu'elle va vivre. Le dénouement, ça va être, elle va faire une rencontre. Elle rencontre une femme qui va la prendre sous son aile. Le climax, on va dire, ça va être l'apothéose des souffrances qu'elle va vivre. Et la situation finale. Quelle situation finale tu donnes à Angélique? C'est ça. Donc, il y a eu la prostitution en plus, enfin, questionnement sur la prostitution ou non. Donc, il est là le climax. C'est parce qu'elle manque de moyens pour subvenir à ses besoins. Donc, pour des raisons économiques, elle hésite avec la prostitution. Et la situation finale, elle est plutôt optimiste puisque tu vois un épanouissement professionnel. Donc, tu laisses le doute. Tu nous dis pas est-ce qu'elle va se prostituer ou pas. Ok.